3 épisodes de la série Star Wars Ahsoka Tano sont maintenant disponibles. Ahsoka Tano est une proposition qui multiplie les références entre légendes arthuriennes, films de samouraï, loup nordique et véritable révérence pour la saga Star Wars dans son ensemble. Dave Filoni s'est fait plaisir, reste à voir si celui des spectateurs suivra. Avant d'en venir aux spoilers indispensables pour évoquer les éléments les plus intéressants de l'œuvre, il me semble pour le moment que la série a un certain potentiel qui n'est pas encore atteint toutefois sur ses 3 premiers épisodes. Il faudra bien sûr attendre d'avoir l'ensemble des 8 épisodes pour juger de la qualité. Pour le moment, mon intérêt est éveillé, mais sans que je me sente passionné. Je regarderai donc la suite sans déplaisir, mais sans la grande anticipation qui accompagne les séries qui résonnent le plus avec moi. Alors comment la série se positionne-t-elle sur l'échelle de qualité qui varie du livre de Boba Fett jusqu'à Andor? Disons qu'on sent plus de moyens investis que sur la série Obi-Wan par exemple. À ce sujet et a posteriori, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi la série Obi-Wan n'a pas bénéficié d'un budget et ou d'une attention visuelle à la hauteur de l'importance de son protagoniste. Voilà qui reste pour moi un mystère. Heureusement, Ahsoka bénéficie de toute évidence d'un budget plus généreux, sans y déceler pour le moment de véritables fulgurances visuelles ou autres moments de grâce de mise en scène. Disons que la série propose du solide en termes de qualité de production. Une question doit être posée, celle de l'accessibilité de la série pour le public ne connaissant rien de la série animée Star Wars Rebels. De ce point de vue, il ne fait absolument aucun doute que les personnages, aussi bien que les enjeux de leurs efforts, seront immédiatement bien plus précieux aux yeux de ceux qui ont vu la série Rebels. La série ne fait sans doute pas assez d'efforts pour permettre aux néophytes d'accéder à cette richesse narrative, mais il faut reconnaître que c'est une tâche particulièrement ardue qui aurait pu totalement plomber les premiers épisodes d'une série qui n'en compte que 8, rappelons-le, dont certains d'à peine plus de 30 minutes. Toute proportion gardée, ça me fait un peu penser à La Roue du Temps dont la première saison peinait parfois, souvent à transmettre certains éléments clés de l'incroyable richesse de l'univers des livres, tout en donnant toutefois des éléments que les lecteurs reconnaissent facilement. La Roue du Temps dont la saison 2 commence ce vendredi 1er septembre et dont je vous parlerai avec plaisir sur la chaîne. Je pense néanmoins qu'Ahsoka reste de justesse accessible aux néophytes, même si une présentation plus poussée de l'amiral Thrawn serait bienvenue à un moment ou un autre. Quant à la distribution, avec notamment des actrices en l'occurrence, on varie de reste à voir à carrément convaincant. Rosario Dawson a la présence pour incarner Ahsoka, on le savait déjà, mais on reste un peu sur notre faim pour l'instant, je trouve. Logique que le personnage soit plus zen que dans sa jeunesse de tête brûlée, d'autant plus qu'elle se doit d'incarner une forme de modèle, sans trop en dire avant les spoilers. Néanmoins, j'espère et je pense qu'on aura plus tard des moments nettement plus intenses qui permettront à l'actrice de sortir des postures de sagesse vaguement narquoise qui bornent pour l'instant l'essentiel de sa prestation. Je dirais que Sabine Wren est mieux interprétée qu'elle n'est écrite, surtout dans le premier épisode, mais je pense là aussi qu'on ira vers un approfondissement au fil des épreuves et des rencontres à venir. Dans tout ça, on ne peut que remarquer la force semi-tranquille de Ray Stevenson qui en impose dans le rôle du délicieusement ambigu Baylan Skoll en Jedi mercenaire. Ray Stevenson qui nous a quittés en mai dernier et c'est bien dommage, le premier épisode de la série lui est dédié comme il se doit. On remarque que David Tennant prête sa voix au droïde Huyang, comme dans la série animée, pour un rôle pour le moment un peu convenu et qui rate peut-être le potentiel de l'acteur, même s'il est logique qu'il reste un personnage de second plan. Il faut quand même souligner le potentiel hors du commun de ce droïde qui aurait été créé il y a environ 25 000 ans. On en vient maintenant aux spoilers sur le contenu des épisodes et surtout à l'analyse des éléments symboliques et l'explication de quelques points sans doute obscurs pour celles et ceux parmi vous qui découvrent la plupart de ces personnages. Le maître et l'apprenti, un premier épisode qui commence forcément par un texte déroulant à l'écran. Je pense que Dave Filoni voulait absolument marquer son œuvre live la plus personnelle au sceau de l'emblématique intro des films qui ont changé sa vie. Ne comptez pas sur moi et cette vidéo pour cataloguer les innombrables références à l'univers Star Wars si leur présence témoigne d'un respect pour cet univers qui accroît aussi sa cohérence interne. Disons que les relever un par un n'est clairement pas
pour moi une passion. En revanche, la libération de Morgan Elsbeth par Baylan Skoll et Shin Hati ne fait que renforcer le ridicule de la Nouvelle République dans son incompétence à transférer ses prisonniers. Et oui, de ce point de vue, on peut voir carrément une sorte de comique de répétition qu'on retrouvera malheureusement avec la possibilité de survivre à un empalement au sabre laser et qui a de quoi laisser les spectateurs attachés à une forme de crédibilité un peu de côté, même si on sait bien que par ailleurs que Star Wars est surtout pensé à la base comme de l'aventure fantasy et presque pulp dans l'espace, bien sûr. Dans les noms Skoll et Hati, du maître et de l'élève Jedi, on reconnaît deux loups de la mythologie nordique, deux loups lancés par Loki en personne, toujours lui, pour éviter que ceux qui transportent le soleil et la lune ne s'attardent trop ou baille aux corneilles. En effet, ces deux loups ont pour mission et ont la ferme intention de dévorer le soleil et la lune et les coursent sans cesse. Un duo Baylan Skoll et Shin Hati qui en poursuit donc un autre, ce qui laisse potentiellement supposer qu'Ahsoka serait un soleil et Sabine une lune, deux astres intimement liés, aussi opposés que complémentaires. La figure du loup est largement présente dans Star Wars Rebels et on les retrouve directement sous la forme des Lot-loups ou loups de la planète Lothal dans le portrait collectif en fresque peinte par Sabine Wren, une œuvre qu'on retrouve telle quelle transposée de la série animée pour faire le lien avec cette version live des personnages. Ces loups ont un lien avec le côté lumineux de la Force et le voyage en passant par le monde entre les mondes. La série pose rapidement ses enjeux, retrouver une carte et l'utiliser pour savoir ou rechercher des disparus. Pour Morgan Elsbeth, il s'agit de permettre au Grand Amiral Thrawn de revenir, tandis que pour Ahsoka et compagnie, l'idée consiste surtout à empêcher son retour, tout en récupérant, si possible, leur ami disparu, Ezra Bridger. Ezra est ce jeune homme apparaissant dans la projection enregistrée que se repasse Sabine dans sa tour. Padawan, il s'est en quelque sorte sacrifié pour débarrasser ses amis et la rébellion en général de la plus grande menace qui pesait sur elle, à savoir le meilleur stratège militaire de tout l'Empire et sans doute de la galaxie, le fameux Grand Amiral Thrawn. Ce sacrifice a pris la forme de l'utilisation du chemin de migration des baleines stellaires, les Purrgil, capables de voyager dans l'hyperespace et dont l'observation avait sans doute été à l'origine des tout premiers voyages de ce type. Ainsi, Ezra, Thrawn et son vaisseau amiral ont disparu dans ce qu'on sait maintenant être une autre galaxie. C'est le chemin vers Peridea que cherche donc à retrouver Morgan Elsbeth. Arrêtons-nous sur elle justement, Morgan est une sœur de la nuit, l'une des dernières sorcières de Dathomir, le monde d'origine de Darth Maul. Ces sœurs de la nuit sont capables d'utiliser la force dans des rituels contre nature et inquiétants. C'est ainsi notamment que la mère de Darth Maul parvint à sauver son fils de la folie suite à son sort peu réjouissant à la fin du duel contre Obi-Wan. Utiliser le prénom de Morgan pour une sorcière dans une histoire de chevalerie arthurienne dans l'espace n'est évidemment pas un hasard. Vous le savez, la fée Morgane est un personnage éminent du mythe arthurien, au rôle et au positionnement moral variables selon les versions. Cet aspect chevaleresque de Star Wars se drape parfois d'une ambiance oscillant entre western et film de samouraï, avec Lone Wolf and Cub pour inspirer le Mandalorien, ou encore Yojimbo pour Ahsoka dans sa première apparition dans la deuxième saison du Mandalorian. Et ici même, dans l'épisode 3 de Ahsoka Tano, l'usage du terme Zatoichi pour cet exercice d'entraînement au sabre à l'aveugle est une autre référence qui parle d'elle-même. Et oui, à un Ypré avec Zatoichi, on a ce sabreur aveugle dont Takeshi Kitano avait proposé une version en 2013. D'ailleurs, la notion d'aveuglement traverse tout l'épisode 3, mais on y reviendra dans quelques instants. Pour l'instant, nous sommes encore plus ou moins dans le premier épisode, même si on peut y voir une version Wish de Darth Vader, si on est un peu méchant, le passage de Baylan Skoll dans le couloir du vaisseau a quand même une certaine gueule. Une introduction peu inventive sans doute, mais plus convaincante que celle de Sabine Wren, qu'on a affublée ici d'un comportement radicalement immature, pour ne pas dire stupide, alors qu'elle s'échappe d'une cérémonie prévue de longue date pour ensuite mettre en danger sa vie et potentiellement celle d'une pilote de la République avec sa cascade débile en moto. Un peu dommage donc, mais heureusement le niveau se redresse assez vite et on nous dépeint une jeune femme chargée de chagrin qui tente de retrouver goût à la vie grâce à l'art, à un caractère de cochon et à un Lotcha très crédible en version animatronique supporté par quelques effets numériques de ci de là selon les plans. Si on peut dire qu'Ahsoka se trouve dans un film de samouraï, elle est bien évidemment une Ronin,
une samouraï non seulement sans maître, mais sans ordre, puisqu'elle a quitté l'ordre de Jedi avant d'avoir terminé sa formation avec Anakin Skywalker comme mentor, il faut le rappeler. Cet élément, ce rapport à l'ordre de Jedi sera intéressant à explorer, du moins on peut l'espérer, notamment au travers du regard de Baylan Skoll et des objectifs qu'il poursuit, pas nécessairement alignés pour toujours avec ceux de Morgan Elsbeth, que je le verrai bien tuer à un moment ou un autre. Pour déchiffrer la carte sphérique récupérée dans ce sanctuaire des sorcières de Dathomir, Ahsoka va donc s'en remettre à une jeune femme particulièrement intelligente, Sabine Wren, à croire que son comparse, vieux de 25 000 ans, n'est vraiment pas le droïde le plus affûté de l'usine. Et après avoir résolu une énigme antique qui aurait demandé environ 10 minutes à un joueur un peu assidu de Baldur's Gate 3, Sabine se fait bolosser par des droïdes tueurs. Droïdes tueurs qui ne tuent pas vraiment, au passage, on peut le remarquer, pour ensuite se faire embrocher par un coup fatal qui ne tue pas vraiment non plus. Alors oui, je me moque un petit peu, mais quand le coup a été porté, c'était assez marquant, du moins jusqu'à la récupération quelques jours plus tard. Alors bien sûr, j'ai conscience que ce n'est qu'une expression parmi tant d'autres de cette armure scénaristique des héros de Star Wars, qui vaut aussi très largement pour leur vaisseau, comme on le verra dans l'épisode 3. L'épisode 2 va surtout servir à poser les bases de la relation délicate entre Ahsoka et Sabine, tandis que la générale Hera Syndulla reste verte de colère depuis la disparition d'Ezra. Non mais attention, moi j'adore les bonbons à l'arôme pomme, mais il faut bien remarquer que pour l'instant, Hera Syndulla, accompagnée de l'inénarrable droïde de navigation Chopper, n'est pas la plus expressive en gros plan. Pas évident, il me semble, faire abstraction du maquillage et des lentilles bleues, toutefois, ça s'améliore avec cette opposition au sénateur durant l'épisode 3. Mary-Elizabeth Winstead peut davantage s'exprimer dans cette joute verbale face à certains sénateurs entourant Mos Mothma. La Nouvelle République se croit invincible, toute auréolée de sa victoire pourtant obtenue in extremis, alors que son édifice est des plus fragiles, noyauté à tous les échelons par des éléments encore loyaux à l'Empire, ou tout prêt à servir le plus offrant ou le nouveau patron, quel qu'il soit. La fin d'épisode 2 est marquée par le numéro de pilotage d'Hera et l'affrontement entre Ahsoka et Marok, cet inquisiteur masqué qui déchaîne les théories quant à son éventuelle identité cachée. On peut simplement souligner que le nom Marok a déjà désigné une sorte de loup ou quelque chose d'assez approchant dans l'univers Star Wars, ce que c'est forcément Dave Filoni puisqu'il prêtait sa voix au maître de cet animal, Marok. Par ailleurs, pour retourner dans le mythe arthurien, Marok est un chevalier rapidement mentionné et qui aurait potentiellement été transformé pendant un temps en loup-garou par son épouse. Toutefois, il me semble un peu tôt pour se prononcer au sujet de Marok, de son identité, mais on peut souligner que son casque apparaît en bleu dans l'animation de début d'épisode, ce qui est généralement associé à un personnage à dominante plutôt positive. Durant les rares dialogues des épisodes qui font référence à lui, il n'est pas évident de déterminer si Marok est directement subordonné à Baylan Skoll ou à Morgan Elsbeth. Quoi qu'il en soit, dans ce même épisode 2, Morgan affirme qu'elle a reçu un message de Thrawn par-delà le temps et l'espace, ce qui implique potentiellement que l'amiral a pu s'associer à une créature sensible à la force ou accéder éventuellement à des technologies inconnues, peut-être liées à ce peuple très ancien qui a conçu, comme l'explique Morgan, ce cercle de pierre levée, cette boussole astronomique qui indique le chemin vers Peridea. 50 minutes pour le premier, 38 pour le deuxième, puis 30 pour le troisième. Voilà une drôle d'habitude des épisodes de série Star Wars. Sur le thème de la vision et de l'aveuglement entre l'entraînement Zatoichi, l'œil de Sion, l'incapacité de l'équipage de Morgan à saisir la position du vaisseau d'Ahsoka à la dérive, puis le fait de disparaître dans la forêt. Si vous aviez encore un doute, le rôle d'un anneau d'hyperespace consiste à effectuer un saut énorme vers cette autre galaxie où Thrawn a été banni et à en revenir avec son destroyer stellaire, le Chimera. Quant à ce nom, Sion, on peut le traduire par descendant ou héritier, ce qui serait a priori un clin d'œil au roman de Timothy Zahn qui a créé Thrawn, avec donc l'héritier de l'Empire. Malheureusement, cet épisode 3 témoigne à nouveau de l'efficacité à géométrie variable des boucliers comme des tirs, avec un net avantage des héros sur leurs ennemis, sans parler de la stupidité des pilotes qui viennent frôler un vaisseau flottant à la dérive sur lequel s'agite une Jedi, plutôt que de le bombarder à quelques centaines de mètres de distance de sécurité. Voir Ahsoka dévier des tirs de vaisseau avec ses sabres peut être vu comme épique ou un petit peu abusé. De mon côté, j'apprécie son approche trompe la mort.
Dommage toutefois que les ennemis se comportent aussi bêtement, c'est sûr. Cet épisode 3 laisse un goût d'inachevé du fait même de sa courte durée, voilà qui manque un petit peu de générosité, espérons donc que la suite parvienne à relancer la machine, et je pense que c'est largement faisable avec tout ce qui a maintenant été mis en place. Je vous rappelle qu'on se retrouvera prochainement pour la saison 2 de La Roue du Temps, une œuvre littéraire qui m'a beaucoup marqué avec des personnages que j'adore. J'espère que cette saison 2 saura un peu se reprendre par rapport aux défauts qui marquaient notamment la fin de la première saison que je suis en train de revoir et qui tient quand même pas si mal la route, hein. Je continue à maintenir cette opinion. Elle a quand même pas mal de qualités, notamment du côté de son interprétation. Et je sais aussi bien sûr que demain, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien on aura la sortie de l'adaptation live de One Piece sur Netflix. Alors je connais très mal One Piece, mais j'essaierai de vous en parler en cours de semaine prochaine, sans doute. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, commenter, dire ce que vous avez pensé, vous, de ces 3 premiers épisodes d'Ahsoka Tano. Et si vous ne faites pas tout ça, eh bien vous vous retrouverez avec le cerveau d'un pilote de vaisseau de Star Wars moyen. Donc vous n'irez pas très loin dans la vie. Je vous dis à très bientôt.